Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle vidéo, pour une petite critique. Oh là là, j'ai utilisé le mot petit pour un film colossal. Et oui, encore un petit jeu de mots. Colossal exactement, un film sorti en 2017 de Nacho Vigalondo avec Anne Hathaway. Il y a aussi Jason Sudeikis et Dan Stevens. C'est un film qui a coûté 15 millions, à ce que j'ai cru comprendre, qui a rapporté à peu près 4-5 millions, les chiffres ne sont pas très clairs. Il dure 1h50, et qu'est-ce qui se passe pendant ces 1h50 ? Eh bien, c'est une femme qui revient chez elle, après s'être faite un peu larguée par son petit ami, elle revient chez elle dans sa ville natale, une espèce de petite bourgade, et il s'ensuit une espèce d'errance, et elle essaye de se reconstruire, de reconstruire un peu sa vie, de savoir où elle en est. Et en même temps, eh bien, il y a un monstre géant qui détruit Séoul. Elle va se rendre compte que il y a un lien très étrange entre ce monstre gigantesque qui détruit la ville sud-coréenne et elle-même. Et elle va essayer de comprendre de quoi il en retourne. C'est un film qui s'est fait un petit peu discret, mais qui vaut le coup d'œil. C'est un film qui, à ma grande surprise, est sorti en e-cinéma, c'est-à-dire cette espèce d'autre ignominie quand on ne sait pas faire la promotion des films, mais qu'on veut quand même les sortir, eh bien on va les sortir en numérique, en VOD, dans des formats digitaux, et non pas des sorties en salle. Je pense qu'il y a dû y avoir quelques petites sorties en salle, mais c'était extrêmement limité. C'était finalement comme The Green Inferno. Alors que les deux films méritent quand même d'être montrés en salle, surtout un film qui a des attraits de Keiju Eiga. Ben là, bien sûr que non, alors hop, on te le met en e-cinéma parce qu'on sait pas comment en faire la promotion, parce que c'est un ovni. Comment on va faire la promotion d'un ovni au grand public? Ben non, on n'en fait pas. Donc je trouve ça assez insupportable de voir en fait la distribution être de plus en plus paresseuse, mais bon, ça va avec le temps. Moi, j'avais envie de revenir un petit peu sur ce film-là parce qu'il est surprenant. C'est la rencontre entre un film indépendant, qu'on se comprenne bien, un film aux intentions indépendantes, proche de l'humain, proche du social, des relations humaines, et un film monumental de monstres colossaux qui détruisent des villes. C'est un croisement entre le film de monstres et un film intimiste, qui leur a provoqué quelques petits déboires juridiques pour l'utilisation d'images de Godzilla pour la promotion de documents de presse. Utiliser son image à des fins purement marketing pour susciter l'intérêt pour le projet, c'est vrai que c'est malhonnête, et donc ils ont eu des petits problèmes. Le sujet reste le même, c'est-à-dire représenter la monstruosité humaine, une sorte de renouvellement. On essaye de prendre un petit peu le film de monstres, le film de Keiju, et de voir un petit peu ce qu'il peut avoir de commun avec l'humain. Donc c'est une façon de renouveler un petit peu un discours, plus une expérimentation d'hybridation, pourquoi pas. Ça, c'est plutôt intéressant, et c'est vraiment quelque chose à mettre en avant. Le film n'a pas, je pense, de genre bien défini. Ils ne s'annulent pas l'un l'autre pour autant. Le film joue sur plusieurs tableaux. Le drame, le fantastique. Il y a cette espèce d'écran de fumée qui descend comme ça sur Séoul et tout d'un coup, hop, t'as un monstre. Tu comprends pas pourquoi. Enfin, il y a quelque chose de physiquement improbable, quoi. Et en même temps, c'est une comédie avec les réveils de Gloria, donc de cette femme jouée par Anne Hathaway, comme ça, qui se réveille, qui sait plus ce qui se passe, qui a l'air paniquée, qui fait les grands yeux. Elle a de très grands yeux en plus, l'actrice, donc ça donne de drôles d'impressions. Et bien sûr, l'interaction avec le monstre, elle fait des danses, donc il y a l'énorme monstre qui fait des danses, des petites choses comme ça. Il y a un côté aussi très sympathique dans le film, et un petit peu léger par moments, d'autres moments c'est beaucoup plus grave. Donc encore une fois, il fait du ping-pong, il s'amuse, voilà, il ne reste pas seulement dans un registre, il prend de l'ampleur, il essaie de sortir un peu de sa petite boîte d'éléments préétablis. Et l'idée en elle-même est assez absurde. C'est très surprenant, ça désoriente. Séoul est confiné à un jardin d'enfants.
Quand elle arrive dans ce jardin d'enfants, eh bien, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, il y a le monstre qui arrive à Séoul. Donc, le jardin d'enfants est une carte, une sorte de schéma de Séoul. Donc, elle essaye de se créer un plan. Alors là, si je marche là, je vais détruire l'hôpital et tout ça. Donc voilà, il y a un côté très absurde. Mais c'est peut-être pas pour rien. Le kaiju est aussi devenu un genre pour les enfants. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On représente le kaiju comme un jeu d'enfants. Donc, dans un jardin d'enfants. Et c'est un adulte qui pose les pieds dedans. C'est amusant de voir ça. Et le film joue sur l'instantanéité et la distance entre la petite ville américaine tranquille et Séoul qui se fait attaquer de l'autre bout du monde. Et on a quelque chose de si lointain et en même temps de si proche. Elle pose le pied sur le sable et tout d'un coup, t'as le monstre qui apparaît de l'autre côté de la planète. Et là, je trouve que le film fait encore une fois preuve d'intelligence en nous montrant aussi les distances réduites. Aujourd'hui, on peut communiquer avec quelqu'un qui a des milliers de kilomètres en un claquement, en un petit tapotage sur notre clavier ou sur notre portable. Le film résonne vraiment avec les préoccupations, le système de notre temps qui est le système du flux d'informations et du flux instantané. Non seulement aussi des informations tout court, parce que le film donne une part belle aux médias, les écrans de télé, les mobiles pour voir le monstre et voir Nattwey en face faire les mêmes gestes que le monstre. Donc il y a une espèce de réflexion, non seulement une réflexion des médias, mais une réflexion sur les médias, sur l'instantanéité et aussi la réappropriation. Ah, ça c'est excellent, la réappropriation par internet où on a un moment le monstre qui donne une frappe sur quelque chose et après c'est repris, il s'est transformé en mème sur internet. C'est excellent ce moment, c'est à mourir de rire. Donc voilà, il y a vraiment le discours d'internet. Ça c'est vraiment quelque chose qui doit être une gymnastique quotidienne en fait quand on regarde des films maintenant, des films d'aujourd'hui. Le rapport aux médias. Qu'est-ce que les médias nous montrent et qu'est-ce qu'on nous montre des médias qui nous montrent, hein. Est-ce que, par exemple, comme je vous l'avais dit quand j'ai fait les Jason Bourne, les médias, la caméra est au centre du sujet de Jason Bourne. Ici, nous avons aussi la médiation qui est importante. Montrer différents points de vue. Une utilisation d'Internet et les médias qui recyclent en boucle les images du monstre. Ça, on connaît très bien dans les infos. Et c'est surtout, pour la production, une très bonne chose, parce que comme ça, ils ne créent pas de nouvelles images. Donc en fait, ils font une économie de moyens. Parce que voilà, ça coûte quand même de l'argent de créer un monstre, hein, des monstres qui détruisent les choses. Donc si, par les médias, on nous fait des boucles de la même image, donc... en termes de production, ils auront fourni qu'une seule séquence animée, super chiadée, qu'ils pourront refaire en boucle et en boucle. Donc ça, c'est une façon non seulement de faire de l'économie lors de la production des films, mais aussi d'être complètement raccord avec ce que font les médias, c'est faire les choses en boucle. Donc vraiment, l'aspect des médias dans ce film est vraiment délicieux à voir. Ce n'est pas le centre du film. Le centre est intimiste émotionnel, c'est la relation entre les personnages. Mais les médias, c'est intéressant d'y voir les quelques aspects comme ça dans le film, d'y être sensible. Le film est ponctué par les apparitions du monstre, cette séquence de montage alterné entre ce qui se passe à Séoul et ce qui se passe dans le jardin d'enfants. Le rythme est cassé plusieurs fois. Le film est rythmé par les apparitions du monstre. Le film a aussi de l'intérêt montant dès qu'il apparaît. Donc le film est un petit peu en dents de scie. Si vous n'êtes pas très intéressé par l'aspect humain du film, la relation entre Nattwey et son environnement, vous allez un peu vous ennuyer quand même. Mais dès qu'il y a le monstre, l'intérêt peut peut-être repartir pour vous. Qu'est-ce que les scènes, on va dire, ajoutent dans ce cas-là? Ces scènes de dialogue, elles permettent bien sûr de mettre en valeur la monstruosité des gens, la relation de dépendance, de domination, la toxicité des relations humaines. Nous les connaissons un peu toutes et tous, les gens toxiques, hein, aussi bien dans des jeux vidéo que dans la vraie vie. Les monstres ne sont que des métaphores de nos peurs et symboles de nos problèmes. L'intimité devient
monstrueuse. C'est un film de monstre sur ses propres démons. Le monstre n'est pas féminisé d'ailleurs dans le film, hein, ce n'est pas un monstre homme ou femme. Donc ça peut être n'importe quel monstre, ça peut être n'importe lequel d'entre nous. Je devrais ajouter encore pour l'aspect d'histoire du film que malheureusement on a tendance à essayer de créer une explication à la fin du film, l'explication de ce phénomène. Je trouve que c'est absolument pas nécessaire, que c'est chiant et ridicule. Si j'avais bien compris l'idée, hein, je trouve que ça ralentit vraiment énormément le récit. Bien sûr, ça appuie davantage une certaine relation dans le film entre deux personnages, et je pense que ça a été fait dans cette optique, mais il y a un espèce de truc avec des éclairs, j'ai pas trop compris, ça m'a assez assommé, et je trouve ça dommage en fait qu'il se soit senti obligé de faire ça, tout simplement. Après là, c'est peut-être un avis personnel, hein, bien sûr, mais ça n'empêche pas que, même si voilà, il y a des petits soucis dans l'histoire, comme ce que je viens de dire, tout cela est bien servi par les acteurs. C'est plus un film d'acteurs qu'un film d'action. Il y a beaucoup de choses qui sont abordées avec plus ou moins d'importance, hein. Vous savez, la dépendance, la jalousie, la soif de pouvoir, l'obsession de contrôler l'autre. Et on a voilà, 2-3 personnages qui tournent un petit peu autour de ces thèmes. Il y a pas mal de personnages dans le film qui sont des losers, hein, des mecs qui n'arrêtent pas de boire, qui ne font pas grand chose de leur vie, on ne sait même pas s'ils travaillent. Donc c'est compliqué de suivre en fait ces gens-là. J'ai un peu de mal, hein, c'est-à-dire que voilà, on a un mec qui s'appelle Joel, c'est un mec super beau gosse, mais il ne fait rien de tout le film. C'est un mec vide, il ne fait pas grand-chose, ça reste un témoin. C'est un mec qui regarde des choses, qui témoigne de situations extraordinaires et des situations entre les personnages. Mais c'est quelqu'un qui ne fera pas grand-chose de tout le film. On a Gloria qui revient dans sa ville. C'est un personnage en échec. Alors, c'est pas facile de suivre ce genre de personne et ça peut refroidir non seulement l'histoire, mais les personnages aussi. Alors bien sûr, hein, la vie n'est pas rose. Le cinéma peut représenter les losers, mais c'est peut-être pas ce que nous souhaitons voir quand nous allons voir un film, des gens qui échouent sans cesse. Après, bien sûr, vous avez le capital sympathie de Anne Hathaway. Alors, bien sûr, nous connaissons un petit peu l'actrice. Dès qu'on la voit, voilà, un peu loseuse, mais on a envie de la réconforter, quoi. On a envie de dire, mais ne te laisse pas abattre, voyons. Et c'est vrai que ça marche, du coup. On prend un acteur, une actrice bien connue, et on la met un peu en loser, et du coup, moi, je me suis assez facilement identifié à elle. Donc, il faut aussi faire confiance au passé que vous connaissez de l'actrice, pour finalement, même si voilà, le personnage, vous en savez pas grand chose, eh bien vous pouvez quand même vous identifier à l'actrice, au personnage joué par l'actrice. Donc ça, c'est vraiment fort. Et c'est un personnage qui est complètement à la ramasse, hein. Elle blablate pas mal, les personnages qui veulent se reconstruire, truc machin, enfin les machins, on sait tout ça. Mais Anne Hathaway a une histoire qui résonne avec l'âge qu'elle a. Elle était enceinte en plus pendant le tournage. C'est vrai que en fait c'est un rôle qui correspond à son âge, je dirais. C'est-à-dire quelqu'un qui doit se remettre en cause à la moitié de sa vie. Hein, ça, il y a des gens qui le font. Je trouve qu'elle se prête bien au jeu. C'est quelqu'un qui dort beaucoup dans le film. C'est quelqu'un, je trouve, qui arrive à bien faire ressortir un peu l'idée du film, hein, cette espèce d'errance dans l'indécision, jusqu'à un point où elle sait ce qu'elle doit faire. L'actrice joue bien. Moi, j'ai jamais eu de problème avec son jeu d'acteur, que ça soit dans des comédies comme Le Diable s'habille en Prada, que dans des films déjà un peu plus travaillés, des registres voilà, un petit peu plus dramatiques. Je trouve qu'elle joue toujours très très bien. Après, moi, je la trouve très belle, donc ça joue aussi un petit peu sur mon ressenti. Il y a aussi son ami Oscar qui lui file plus de mauvaises habitudes qu'elle en avait déjà. C'est un monstre endormi,
son ami Oscar. C'est un homme qui souffre et qui veut faire souffrir le monde entier avec lui. Donc je vous parlais de relations toxiques entre les personnages, c'est un petit peu le cas, mais je n'ai pas été finalement très touché par son rôle, je ne sais pas, c'est peut-être la façon de jouer, c'est peut-être son visage. Mon capital sympathie était penché beaucoup plus sur Anne Hathaway parce que je l'identifiais, je l'assimilais à d'autres figures dans d'autres films, donc l'identification s'est faite très très vite. Alors que ce mec, cet Oscar, pour moi c'est un acteur random, donc j'ai eu beaucoup de mal à croire en fait aux menaces qu'il profère, à sa présence. Quand on nous montre un loser, si on n'identifie pas le loser, on ne risque pas de s'identifier à ce loser. Vous voyez un petit peu la différence que j'essaie d'opérer là? Bon, après tout ça, c'est aussi par rapport à mes affects. Il ne faut pas penser que ce mec, il joue mal, point barre, c'est objectif. Non. Ça vient aussi de toute une psyché que chacun a à son niveau et qui va bien sûr créer des différences dans les réceptions que nous avons du récit ou des personnages. La mise en scène, quant à elle, eh bien, je ne connais pas trop ce qu'a fait Vigalondo, mais il doit peut-être me manquer quelque chose, quelques portes d'entrée pour sentir le potentiel du film. En termes juste de mise en scène, ça manque peut-être un peu de style dans les séquences de monstres, mais ça reste classiquement fait. C'est bien fait, tout en étant sobre, pas ostentatoire, vous savez. Le monstre, dans les films, on le présente de façon spectaculaire, surtout le grand monstre. Eh bien ici, on nous refuse le spectaculaire. 15 millions de dollars, c'est très très peu pour faire un film de kaiju quand même. Donc on refuse le spectaculaire et on crée des petites astuces pour montrer du spectaculaire tout en le montrant pas. On sait tous que ce jardin d'enfants, ça représente Séoul et que partout sur ce périmètre, il y a des bâtiments. Alors à un moment, il y a Oscar qui lui avait bien compris qu'il y avait des petits Sud-Coréens un peu partout. Donc ce qu'il fait, il saute à pieds joints dans le bac à sable et il commence à marcher de façon insistante sur le sable en fait de ce bac. Et Anne Hathaway, elle est en crise là, parce qu'elle sait qu'à Séoul, il y aura une catastrophe. Et on a le mec comme ça qui marche, et on a des inserts sur les pieds bien insistants sur le sol, et on a un bruit de fracas de bâtiments et tout ça. Donc là, c'est une façon de représenter la destruction spectaculaire tout en la montrant pas, mais par un jeu de son, du sound design. Ça, c'est vraiment bien joué. Et pour un petit budget, c'est impressionnant. On joue sur le son, pour le coup. Et concernant le monstre même, alors j'ai essayé de me renseigner, ce n'est pas évident, il n'y a pas grand chose sur le film. Ils n'ont pas utilisé de motion capture, c'est plus des plans où Anne Hathaway bouge, en fait après ils ont recréé le monstre. Ces monstres sont plutôt sympas, après ils sont humanoïdes, donc il n'y a pas de grande prise de risque, mais bien sûr ils sont humanoïdes pour faire coïncider avec les mouvements. Quand Anne Hathaway bouge, le monstre fait le même geste, donc c'est normal qu'il soit humanoïde. C'est relativement sobre également le monstre, il n'y a pas de délire, le film ne peut pas se le permettre. Même s'il n'y a pas beaucoup de plans, on vit très très vite l'impression de gigantisme et de croire finalement à ces monstres, par le biais aussi de leur médiatisation. Je vous parlais de médiatisation, c'était pas gratuit, c'est par les médias que nous voyons le monstre. Par les médias, nous croyons souvent à ces images que nous présentent les médias, donc nous allons croire à ce monstre, même si voilà, il est peut-être pas très bien fait au niveau des effets spéciaux, que on ne le voit pas beaucoup. Eh bien, par l'image des médias, on a tendance à plus se livrer en fait à la vérité de ces images. Et je trouve qu'à ce niveau-là, c'est très très bien d'y avoir pensé. Encore une fois, petit budget, comment allons-nous représenter la destruction? Donc ce sont des questions que se pose le film et je trouve qu'il y répond vraiment très bien. Je sais que le film se concentre davantage sur le côté intimiste, la relation entre les personnages, les dominations et tout ça, mais c'est peut-être pas ça qui m'a touché. Ça existe dans le film, le Fossoyeur a fait une petite vidéo et il insistait plus sur la relation humaine. Moi j'insisterais plus sur l'idée en fait de média et de médiation entre ce qui se passe chez Anne Hathaway et ce qui se passe à Séoul. Moi, je trouve que ce lien est vraiment dynamique et fonctionne bien et peut-être tout à fait
réalisé par n'importe qui en fait. Même vous, hein, si vous avez une petite caméra, vous pouvez essayer de représenter des distances qui s'annulent en fait, des très très longues distances. Il y a quelqu'un qui est dans son appartement à Paris et il y a quelqu'un qui est à la campagne. Il y a une intrigue policière ou un truc comme ça qui se passe avec ces distances qui sont annulées par les médias, par la médiation, par la conversation téléphonique, par les iPads, par les caméras. Tout ça en fait, on peut vraiment annuler les distances, ce n'est même plus un problème. On peut vraiment créer des intrigues qui sont palpitantes et qui sont à portée de vue, à portée de clic. Il y a plein de films qui fonctionnent sur cette idée. Moi, je trouve qu'il y avait aussi Babel d'Inarritu qui fonctionnait en fait sur plusieurs intrigues qui s'entrecroisent, en fait, qui ont un lien. Et tout ça est monté dans une alternance comme si ces lieux n'étaient pas si éloignés que ça. Je trouve que le Babel est très très intéressant au niveau du montage. Voilà, il y a vraiment un propos en ce moment dans le cinéma sur les médias. Et c'est pas trop tôt parce que franchement, avant toutes nos technologies de l'image, il n'y avait pas tant que ça. C'était très très limité. C'était quelques conversations téléphoniques et ça s'arrêtait là avec, vous savez, le téléphone fixe. Dès qu'il y a eu les portables, eh bien là on a eu des trucs vraiment de ouf. Hein, je me rappelle que le remake des Infiltrés de Scorsese, il y en avait des machins avec les portables. Alors là, je fais une petite digression, mais voilà, ce film est ancré dans les thématiques des médias. Vraiment, je vous souhaitais appliquer un petit peu cette lecture sur ce film-là pour vous sensibiliser aussi à cette question du média qui n'est pas évidente en fonction des décennies. Plus vous vous éloignez de notre décennie et moins vous aurez ce genre de choses comme ça, ce genre de représentation. Donc j'insiste sur ce point-là, et en plus ça me met un peu de valeur au film, et ça me fait dire aussi quelque chose sur le film, parce qu'autrement je n'ai pas grand-chose à dire. Je vais m'arrêter là, je vous remercie d'avoir vu ce petit avis. Personnellement, peut-être je lui mettrai un petit 13, comme ça, un petit. On prouve qu'on peut marier des genres différents. Ça c'est étonnant. Et c'est plutôt réussi. Encore une fois, sans une grande prétention incroyable et sans des moyens colossaux, eh bien on fait un film qui tient debout tranquillement. Et ça, c'est bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette petite critique vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce film, si vous l'avez vu en e-cinéma, si vous l'avez vu peut-être en salle, je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire votre avis dessus. Quant à moi, eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!